Plusieurs dirigeants européens et le premier ministre canadien Justin Trudeau étaient réunis aujourd'hui à l'initiative du président français Emmanuel Macron. C'est une deuxième rencontre en 3 jours, au cours desquelles il a été question du soutien à l'Ukraine notamment. La communauté européenne est toujours sous le choc de la nouvelle alliance entre les États-Unis et la Russie qui change la donne des relations internationales et qui rompt avec les politiques américaines des dernières décennies. J'en discute avec une experte de la question, Sophie Pordschlegel, directrice de l'Institut Europe Jacques Delors à Bruxelles. Bonsoir, Madame Pordschlegel. Bonsoir. Alors, hier, le président Trump affirmait que l'Ukraine était à l'origine des hostilités avec la Russie. Aujourd'hui, il traite le président Zelensky de dictateur. Alors, que penser de ces déclarations? C'est une situation qui est très compliquée. On s'attendait bien entendu à des grands changements dans la relation transatlantique avec l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, mais on ne pensait quand même pas que ça allait aller jusque-là. Donc je pense que là, pour l'instant, les chefs d'État et de gouvernement sont en choc. On a vu aussi qu'Emmanuel Macron essayait justement de faire des sommets européens à Paris pour essayer de trouver des solutions, pour savoir si on pouvait mettre des garanties de sécurité pour l'Ukraine, pour réfléchir aussi comment défendre l'Ukraine et comment aussi avoir une place à la table des négociations, puisque pour l'instant, on voit surtout que c'est entre Poutine et Trump que les discussions se font. Bon, alors, que cherche le président Trump avec cette déclaration-là? À qui il s'adresse? À l'opinion publique, aux chefs d'État? À qui exactement? Et pourquoi? Ça, c'est une grande question. Je pense qu'on a vu que Trump est une personne très imprévisible et que ça fait partie de sa tactique politique. Il s'est présenté lors de son inauguration comme un président qui allait faire la paix. Je pense que tout est le contraire, en fait. C'est un président qui, clairement, n'a pas nécessairement la diplomatie comme son point principal et son point fort. Et la question, c'est un peu de voir comment est-ce que ça va affecter l'Ukraine, comment est-ce que ça va affecter l'Europe, et est-ce que l'Europe, en fait, va être capable aussi de prendre son rôle et de faire en sorte qu'on va avoir vraiment des garanties de sécurité pour l'Ukraine et pas tout simplement la moitié de l'Ukraine qui va aller à la Russie, voilà. Oui. Alors, est-ce que cette nouvelle alliance Russie-États-Unis, puisque c'est de ça dont il s'agit, est une menace pour l'OTAN? C'est une menace pour l'OTAN et c'est une menace pour l'Europe, c'est très clair. Le discours du vice-président J.D. Vance lors de la conférence de sécurité de Munich a fait l'effet d'une bombe en disant que, en changeant complètement en fait le narratif, en disant que c'était pas la Chine ni la Russie qui étaient les ennemis de l'Europe, mais le fait que ici apparemment on est des vraies dictatures et qu'il y ait plus de liberté d'expression. Donc c'est vraiment des mots très très forts et ça a été très clairement aussi nié. Ou alors il y a vraiment une réponse très forte aussi des chefs d'État et de gouvernement allemands pour le coup. On a entendu M. Scholz par exemple qui disait qu'il n'était pas du tout d'accord. La question c'est bien entendu comment est-ce qu'on va répondre? Est-ce que l'Union européenne surtout va être avoir une position cohérente et une position unifiée, et est-ce qu'on va être aussi capable de mettre l'argent en fait dans la défense européenne pour soutenir l'Ukraine, oui ou non? Et ça c'est des questions qui vont se jouer dans les prochaines semaines. Bon, alors, est-ce que, justement, les Européens vont devoir investir de façon massive en défense, comme l'a demandé J.D. Vance? Oui, alors là, pour le coup, c'est rien de nouveau. D'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs et de think tankers qui en ont parlé depuis des années. On sait que ça soit un républicain ou un démocrate à la Maison-Blanche, l'Europe a besoin d'investir plus dans sa défense. Ça n'a pas été le cas. Déjà, Trump, lors de son premier mandat, disait qu'il fallait plus de 2% du produit intérieur brut de chaque État membre dans l'OTAN pour pouvoir faire la face aux défis. Et ça, c'est quelque chose que, malheureusement, les États européens n'ont pas fait. Donc maintenant, il se retrouve dans une situation qui est de plus en plus critique avec des vraies crises et on n'a pas assez investi. Donc là, il va falloir trouver des solutions rapides, ce qui est assez difficile parce qu'il faut vraiment construire aussi une base industrielle de défense en Europe. Je pense que ça va être plus simple pour la France de trouver des solutions. Je pense qu'il y a aussi un processus un peu plus long de changement des mentalités, par exemple pour les Allemands ou pour les Polonais qui ont toujours été très transatlantiques. Et de voir justement ce changement de narratif et de discours de la part de la Maison-Blanche, ça va être assez difficile en fait à digérer. Bon, on a l'impression pour l'instant que l'Union européenne est en position de défense, c'est-à-dire de spectateur, on va dire, qu'on est en réaction à ce que dit le président Trump. Pourquoi?
Parce qu'on n'a pas fait notre travail de préparation, tout simplement, malheureusement. Ça aurait été bien, justement, parce que c'était clair, en fait, que Trump allait avoir une position qui n'allait pas nécessairement plaire à l'Union européenne. On s'attendait peut-être pas du fait qu'il, tout simplement, décide de l'avenir de l'Ukraine sans l'Union européenne. Donc, voilà, on se retrouve, en fait, dans une situation où on est un peu... voilà, à rien dire. Et je pense que c'est quelque chose où l'Union européenne va assez rapidement, et les États membres de l'Union européenne surtout, comprendre qu'on est dans un monde multipolaire, que le multilatéralisme c'est fini, qu'on a à voir avec des dictateurs autoritaires qui décident eux-mêmes pour leur international et n'en ont pas grand-chose à faire de la diplomatie. Donc c'est vraiment un changement en fait de mentalité qui va devoir s'opérer assez rapidement, qu'on se retrouve dans ce contexte géopolitique. Et la question, c'est est-ce qu'on va être capable d'avoir une réponse justement qui n'est pas fragmentée, une réponse unie et une réponse qui est quand même assez forte et qui fait preuve aussi d'une Europe puissante. Alors, c'est pour parler, ces négociations au sujet de l'Ukraine, sans les Européens, sans le Canada non plus, ça va mener à quoi exactement? C'est très difficile à savoir puisqu'on ne sait pas encore exactement ce qui va en sortir. Tout ce qu'on sait, c'est que Poutine et Trump semblent bien s'entendre, mais le problème, c'est que sans l'Ukraine à la table en premier lieu, ni les Européens ni les Canadiens, cela veut dire que ça va être assez difficile en fait de trouver une bonne solution. Peut-être encore un point qui est important, c'est qu'il ne faut pas oublier non plus le contexte politique général. Donc on ne parle pas seulement de défense et de sécurité, mais on a aussi des problèmes économiques en Europe, ce qui veut dire que ça va avoir des impacts aussi sur l'investissement possible, par exemple, dans la défense, qu'on a des problèmes de compétitivité et que les tarifs, par exemple, américains sur l'aluminium et l'acier ne vont pas arranger les choses. Et on en attend encore d'autres, d'ailleurs, dans d'autres secteurs industriels. Pareil pour tout ce qui est la réglementation sur les technologies, donc les big tech, où l'Union européenne a vraiment fait beaucoup ces dernières années, et on a déjà compris que la Maison-Blanche n'aimait pas beaucoup justement cette réglementation. Donc en gros, les États-Unis ont quand même pas mal de pouvoir de pression sur l'Union européenne, et c'est ça en fait qui va être très difficile à gérer pour tous les chefs d'État et de gouvernement, de voir comment est-ce qu'on on n'accepte pas le chantage américain et qu'on garde une certaine souveraineté. Mais c'est difficile bien entendu quand on est un partenaire qui est beaucoup moins puissant que les États-Unis et quand on est encore aussi dépendant de la sécurité américaine en Europe. Bon, alors vous dites que les Européens doivent parler d'une même voix, faire front commun, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec le soutien apporté à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut envoyer des troupes, par exemple? Est-ce que c'est ce qui risque de ressortir des négociations entre les pays européens? On a vu qu'il n'y a pas eu de vraie réponse après le sommet qui a été mis en place par Macron à Paris, et on sait que c'est des discussions qui sont difficiles aussi parce qu'on a les élections allemandes ce dimanche, donc le 23 février, et que donc on n'a pas vraiment de gouvernement allemand pour donner aussi une réponse, par exemple, à ce que veut la France. Et ça veut dire que c'est difficile en fait d'avoir une position unie, et c'est vrai qu'il y a bien entendu différentes positions en Europe, tant en ce qui concerne l'argent, la création d'une base industrielle de défense en Europe, tant sur la question aussi de est-ce qu'on y envoie des troupes en Ukraine, oui ou non. Donc ça, c'est des questions qui restent ouvertes. J'espère vraiment qu'on va trouver une solution commune parce que la situation est telle qu'on en a vraiment besoin. Je dirais pas que c'est la fin de l'Union européenne pour le coup, parce qu'on a eu quand même beaucoup de crises ces dernières années, que ça soit le Covid, que ça soit en 2022 les sanctions contre la Russie. Donc on a quand même une possibilité pour les chefs d'État et de gouvernement d'être unis, et j'espère que cette fois-ci, ça sera aussi le cas. Merci d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup.